Histoire des Berbères, épisode 5, partie 3. Des Moro-Romains aux Berbères, 6e, 7e siècle. Pour introduire cette troisième partie, observons tout d'abord le mausolée de la Basina de Gour, qui se trouve entre Meknès et Fès en Tingitane, et qui est daté au carbone 14 du milieu du 7e siècle. La très belle mosaïque du 6e siècle de la Dame de Carthage, et enfin à l'orée du 8e siècle, au moment de la conquête, en 716, cette émission d'un dinar bilingue, arabe-latin, portant mention de Spagna comme équivalent d'Al-Andalus. Reprenons un petit peu ce qu'on a vu pour la première partie de l'épisode 5. Cette longue période entre l'Antiquité et le Moyen-Âge d'âge sombre, entre le 4e et le 8e siècle, cette marge abandonnée de l'Empire romain, tandis que l'Afrique est au cœur du monde romain. Carthage est une métropole de ce monde romain tardif et tardo-antique. A l'inverse, la Maurétanie, comme l'île de Bretagne, est complètement isolée. Elle n'est pas passée sous le contrôle de Foederati, comme les Vandales ont pris le contrôle de l'Afrique, et comme les Visigoths continuent d'avoir le contrôle de l'Espagne. Il y a, comme en Bretagne, une recomposition entre des Bretons peu romanisés et des Bretons romains, avec la formation de royaumes indigènes britanniques et en l'occurrence moro-romains. Et c'est ce à quoi nous allons nous attarder ici. La quatrième partie se consacrera à la dernière formation des États berbéro-musulmans qui correspondent aux États anglo-saxons de la Bretagne. Alors cette dame de Carthage évidemment a tous les attributs chrétiens, l'auréole, de la main en forme d'enseignement. Alors comme je le disais, Carthage est au 6e siècle au centre de l'Empire romain, de ce qui en subsiste, puisque les royaumes germaniques anciens fédérés s'en détachent progressivement, même symboliquement, au cours du 6e puis du 7e siècle. Pendant ce temps-là, la Maurétanie échappe complètement au radar. Et c'est un contraste qu'on va retrouver aux époques islamiques, avec la wilaya d'Afrique, la wilaya d'Espagne, d'Andalous, puis les dynasties arlabides puis fatimides, et un espace maghrébin extrêmement méconnu. Pour tout ce qui concerne l'espace de la Maurétanie, tingitane, césarienne et sétifienne, le Maghreb central et extrême de l'époque islamique. Des cartes extrêmement similaires à l'époque islamique que celles qui avaient cours dans l'Antiquité et qui en fait reprennent celles qui avaient cours aussi à l'époque punique et de la République romaine. Revenons sur ce qui se passe à la fin de l'époque vandale en Afrique. Thrasamund instaure la fin des persécutions qui sont rapportées par Victor de Vita, qui meurt dans les années 510, et qui insiste sur le rôle que jouent certaines chefferies morts berbères des marges de l'Afrique, entre l'Afrique et la Maurétanie. Ces Moro-Romains qui, christianisés, protègent les catholiques, les Nicéens, contre l'arianisme officiel des persécuteurs. Sous Thrasamund, donc son long règne pacifié, contemporain de Clovis, en Gaule, c'est l'époque en fait où émerge un certain nombre d'inscriptions latines faisant allusion à des rois morts, que l'Empire vandale est transformé en une nouvelle préfecture du prétoire d'Afrique. Il n'y avait pas, avant les Vandales, de préfecture du prétoire d'Afrique. C'était un diocèse, rang inférieur dans la nomenclature. Cette fois-ci, on crée une préfecture du prétoire d'Afrique qui reprend l'ensemble des territoires contrôlés par les Vandales. L'ancien diocèse d'Afrique, mais aussi les îles méditerranéennes qu'ils ont conquises, et la province de Bétique qui dépend de la Tingitane, et vice-versa. Puisque le reste de l'Espagne et de la Gaule échappe évidemment à l'administration romaine avec les Francs et les Goths, mais dans le cas de la Tingitane et de certains éléments de la Bétique qui vont être conquis par les Visigoths à la fin du 6e, début du 7e siècle, on a un embryon d'Espagne, tingito-bétique, qui est rattaché à cette nouvelle préfecture du prétoire d'Afrique. Le Code Justinien nous donne une information sur l'organisation de ces provinces. Donc, avec l'aide de Dieu, 7 provinces seront contrôlées. Celle de Tingitane, celle de Carthage, celle de Byzacène et celle de Tripoli. Et elles conservent des dirigeants de rang proconsulaire. Quant aux autres, c'est-à-dire celle de Numidie, de Maurétanie, donc sous-entendu la césarienne, la Tingitane n'est plus du tout considérée comme une Maurétanie, mais là on a la césarienne et la sétifienne qui ne forment plus qu'une seule province, donc on peut supposer qu'il n'y a guère que la sétifienne et la ville de Césarée. Et la Sardaigne, c'est-à-dire toutes les îles de l'Empire vandale, sauf la Sicile. Ce qui donne un peu cette structuration. Donc Tanger et Cordoue, la capitale de la Bétique, sont très très liées l'une avec l'autre, ce qui va expliquer la structure au début du 8e siècle, lors de la conquête de l'Espagne par les troupes arabo-berbères. En 590, cette préfecture de prétoire est fusionnée avec le titre de Magister Militum, le chef de l'armée de la préfecture du prétoire, et on crée un vice-royaume qu'on appelle un exarcat. Il y a un exarcat de Carthage en Afrique,
désormais pratiquement sans l'Espagne, à part Tanger, Ceuta et quelques points sur la côte espagnole, et un exarcat de Ravenne qui contrôle l'Italie, une partie des Balkans, et qui va être bientôt envahi par les Lombards et ne subsistera que par petits morceaux. C'est important parce que l'Afrique, au cœur de cette histoire romaine tardive proto-byzantine, est le lieu où Héraclius l'Ancien devient un des premiers exarques au tout début des années 600. Et c'est en ce titre-là qu'il conquiert Constantinople en menant la guerre contre le centurion usurpateur Phocas en 610, et son fils Héraclius le Jeune est donc nommé empereur en 610 grâce aux troupes africaines de l'exarcat de Carthage, de la conquête de Byzance proprement dite, par les troupes romaines d'Occident. Reprenons notre plan schématique, notre Africa vandale, devenu l'Africa préfecture du prétoire romain, et bientôt exarcat d'Afrique au 7e siècle. Puis on a un espace de la Mauretania, qui s'était étendue à l'époque vandale à des territoires fortement romanisés, notamment là où on trouve les Koutama ou les Lourouates, et puis qui se retire de ces territoires. Et puis donc l'Africa romaine, byzantine, proto-byzantine, de la préfecture du prétoire d'Afrique, reprend le contrôle des territoires de cette bande marginale, ce qui constitue l'essentiel en fait des guerres contre les morts qui sont menées par les généraux Bélisaire, Solomon et puis ensuite Jean. À l'intérieur du pays de Maurétanie, le pays moro-romain, celui qui avait été romanisé, mais dont l'autorité romaine s'était retirée au 3e, 4e, 5e siècle, on a toujours des royaumes qui sont extrêmement méconnus, à l'exception de quelques inscriptions. Et c'est cette structure qui fait, avec le retrait de l'exarcat d'Afrique au territoire contrôlé par les Vandales, voire plus en retrait encore, que le pays romain se retire lui-même et que le pays de ces Moro-romains se transforme au sens des conquérants arabes qui fondent Kérouan ici en violet, des pays des Babars, qu'on appelait donc les barbares, le pays de ces morts qui sont ici divisés en Baranis et en Boutres. Les Boutres étant majoritaires dans les régions de Tripolitaine et de Byzacène et dans l'espace post-Gétul central, mais également apparentés, d'après les généalogistes arabo-musulmans, aux Bakouates et aux Mécanites, aux Barwata et aux Meknassa du Maghreb occidental. On y reviendra dans l'épisode 4. En tout cas, on retrouve cette bipartition, la Maurétanie qui devient le pays des Berbères, structuration qu'on va retrouver au 8e siècle, et l'Africa qui devient la province d'Ifriqiya où un peuplement arabe va se produire. Alors les royaumes moro-romains, les inscriptions nous en donnent quelques informations. Donc, ce sont ces barbares qui vivent de l'autre côté des montagnes, au sens des chroniqueurs comme Procope de Césarée, qui écrit donc dans les années 560 à propos de la fin des Vandales et du début de la reconquête romaine et de la formation de la préfecture du prétoire d'Afrique. Reconstitution qu'on voit avec ce limès fortifié en noir, à peu près sur les positions qui existaient avant l'épopée nubélide. Et les inscriptions nous donnent des informations qui sont difficiles à confirmer. Une géopolitique complexe de principautés, de royaumes moro-romains, les uns étant en conflit les uns avec les autres, certains étant vassaux d'autres, alliés momentanément, se retournant. Et on a autour de Pomaria, Tlemcen et d'Altava, le royaume d'un certain Massouna, qui a un duc, un préfet qui s'appelle Mastigas, possiblement de l'autre côté de la zone des Gédars, de l'autre côté de Taert, dans la direction de la ville de Césarée, qui est contrôlée par les Romains, mais au milieu d'un territoire moro-romain indépendant. On a un autre personnage, Ortaias ou Artaias. Enfin, on a un autre roi, Iabdas, au niveau des Aurès. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de Massouna d'Altava? Altava, donc c'est juste à côté de Tlemcen, de Pomaria, la ville romaine de Pomaria. Il y a la petite ville romaine d'Altava, deux villes moro-romaines, qui échappent au contrôle romain depuis la fin du IIIe siècle. Cette inscription nous dit « Pour le salut et la sécurité de Massouna, roi des nations des Gentes, morts et romaines, forteresse construite par Masgvinus, préfet de Safar. » Alors on ignore où est Safar, mais on peut supposer, compte tenu des autres localisations de Masgina, Masties, qu'il s'agit des territoires entre le Chlef et l'Algérois. Ensuite, Ider, nom berbère, procurateur de Castra Severiana, affecté par Massouna à Altava. Donc Altava n'est peut-être pas la capitale, en tout cas elle a un procurateur dans cette cité importante, qui a un nom mort, un nom berbère. Et puis on a un autre procurateur d'Altava, Maximus, et qui l'achève en l'an des provinces, les provinces de Maurétanie, qui sont toujours les années de compute officielles des morts, en l'an 469 de la province de Maurétanie, 469 plus 40 égale 508-509. Et il se trouve qu'un personnage a un rapport avec ce Masgvinas, qui est aussi mentionné par Procope de Césarée sous le nom de Mastigas. On a cette inscription d'un impérator, un titre de général victorieux, mais peut-être déjà un titre
qui s'assimile au titre royal, impérial romain. Au dieu Man, on a déjà dit l'importance du culte des ancêtres chez les Berbères. Consécration. Moi, Masties, Dux, donc c'est un titre de général en chef romain, de général d'une province. On peut être duc, par exemple, d'une province comme l'Aquitaine. Pendant 47 ou 67 ans, selon la lecture, et impérator pendant 10 ans. Donc roi d'une province, prince d'une province, peut-être la province de Césarienne, et puis impérator de toutes les Mauritanies, comme on trouvera des impérators de toutes les Espagnes plus tard. Très difficile de conclure. Je n'ai jamais fait de faux serment ni rompu la foi que j'avais engagée ni envers les Romains d'Afrique, ni envers les morts. Je me suis manifesté aussi bien pendant la guerre que pendant la paix, et ainsi vu mes hauts faits. J'ai été béni de Dieu qui était avec moi. Et là, on a un autre personnage, Vartaya, qui est aussi connu des sources textuelles. Vartaya, j'ai élevé cet édifice avec mes frères et j'y ai dépensé 100 sous d'or. Alors que nous dit Procope de Césarée sur Mastigas? Il nous parle éventuellement de Césarée, le chef-lieu de la Mauritanie césarienne. Occupé par Mastigas et ses morts. Toute cette province est soumise à ce chef mort et lui paie tribut, excepté la ville de Césarée que Bélisère, ainsi que je l'ai raconté, avait reconquise donc dans les années 530. Et il se trouve que si Masties est bien le Mastigas dont parle Procope de Césarée, eh bien le Masgvinus mentionné sur l'inscription d'Altava, c'est ce qui invite à penser que Safar se trouverait dans la région non loin de l'Algérois. Il est étrange de le retrouver sur cette inscription qui se trouve dans les Aurès, donc assez loin de l'Algérois, ce qui pose plus de problèmes que de solutions. Les Romains communiquent par mer avec cette capitale, mais ils ne peuvent s'y rendre par terre à cause que les morts occupent tout le pays. Donc on a une véritable principauté mort, contrôlée par un certain Mastigas. Césarée, qui était ruiné au IVe siècle, nous disait-on, subsiste comme zone sous contrôle romain, mais complètement isolée au milieu d'un territoire contrôlé par les morts, dirigé par ce duc Mastigas de Mauritanie césarienne, impérator de tous les morts, peut-être en successeur de Massouna d'Altava, et peut-être en conflit, on va le voir, avec d'autres princes locaux comme Wartayas. On a l'arrivée de Solomon, le général en chef nommé par Bélisère, le chef d'état-major de Justinien, en 533 et 544. Et il est en guerre contre Yaoudas, Wartayas et Massouna, fils de Méphania. On a ces trois personnages importants, donc Massouna, probablement le Massouna d'Altava de 508. Solomon, après avoir séjourné quelque temps à Carthage, conduisit ses troupes vers le mont Aurès, accusant Iabdas et non sans raison d'avoir profité des embarras de l'armée romaine dans la Byzacène pour ravager une partie de la Numidie. Donc les parties de la Numidie dont il est question, c'est ce qu'il y a entre Constantine et Hippone, à Naba. Donc c'est une toute petite portion de la Numidie qui reste sous le contrôle romain après la reconquête de Bélisère. Et donc ils sont immédiatement en contact avec le roi du Mont Aurès, le prince du Mont Aurès qui s'appelle Iabdas. Alors il se trouve que Salomon aurait été invité par Massouna, donc Massouna de l'inscription d'Altava, et Ortayas qu'on voit qui est le dédicant de l'inscription de Mastigas, le principal dux puis impérator de l'Algérie centrale, parce qu'ils avaient contre Iabdas de l'Aurès de graves motifs d'inimitié. Massounas l'accusait de la mort de son père Méphanias, c'est comme ça qu'on apprend le nom du père de Massouna, d'Altava. Iabdas l'aurait fait périr par trahison, quoiqu'il eût épousé l'une de ses filles, ce qui montre bien les relations diplomatiques, matrimoniales, les échanges matrimoniaux qu'ils avaient entre eux, et les relations de défiance et de trahison qu'ils pouvaient se faire lorsque les situations politiques évoluaient. Ortayas avait pour grief la ligue formée par Iabdas et Massouna de l'Oranie, s'était allié avec Yaoudas de l'Aurès contre Ortayas, qui semble être, d'une manière ou d'une autre, un précurseur de l'empire de Masties, qui ici n'est pas impliqué directement. Yaoudas et Massonas étaient disputés, mais ils avaient initialement un accord contre Ortayas, donc une relation géopolitique complexe à laquelle le général romain va se retrouver confronté. Lorsque les morts après la défaite que je viens de raconter eurent abandonné la Numidie, Salomon rendit tributaire à la province de Zaba, située au-delà de l'Aurès. Cette province se nomme aussi la première Mauritanie, et à la ville de Sétiphis pour métropole, c'est la Mauritanie sétifienne, qu'il appelle Zaba. Donc on a Solomon qui arrive, ce Massouna, roi des morts et des Romains, qui est en relation avec un certain Masgvinis, qui est préfet de Safar, et qui est peut-être le Masties dux puis impérator, qui est peut-être le prince de toute la Mauritanie césarienne selon Procope de Césarée, ce qui voudrait dire que cette région de l'Algérois serait la province de Safar. On a cette province de Sétifienne qui s'appelle Zaba, donc peut-être la césarienne s'appelle Safar et la sétifienne s'appelle Zaba. Wartayas qui vit dans cette région, qui est hostile à l'alliance nouée entre Yaoudas et Massouna, et puis qui a une relation filiale avec Mastigas. Voilà un petit peu l'organisation du pays telle qu'on peut la reconstituer en croisant ses inscriptions et ses textes.
Alors il se trouve que ces rois moro-romains ont des relations avec l'Empire romain. Quand ils se disent rois des morts et des Romains, ils ne prétendent pas contrôler forcément les Romains d'Afrique, mais les petites cités romaines où il y a toujours des gens qui se jugent par le droit romain par rapport à des morts qui se jugent par les droits coutumiers de leur gentes, de leur nation, de leurs groupes politico-régionaux. Et Procope de Césarée explique: c'était un ancien usage que les princes morts, quoiqu'ennemis des Romains, ne prissent la qualité de roi, rex, qu'après avoir reçu de l'empereur une sorte d'investiture. Ils se considèrent comme des gouverneurs, et c'est exactement similaire à ce qu'on trouve avec les premiers rois germaniques. Et depuis la conquête, ils ne la tenaient que de la main des Vandales. Ils ne se croyaient pas solidement établis. Donc, Procope de Césarée en fait peut-être un peu beaucoup à penser que le roi Vandale ne représente pas l'autorité de l'empereur romain, et donc que les rois morts recherchaient l'autorité de l'empereur romain plus que celle des Vandales. Ces ornements étaient un sceptre d'argent doré, donc vous voyez ici le sceptre de Dagobert qui date du début du 7e siècle, un diadème d'argent orné de bandelettes, ici un diadème byzantin, un manteau blanc attaché sur l'épaule droite par une agrafe d'or dans la forme d'une chlamyde thessalienne, vous voyez ici donc là le manteau ou la chlamyde de Bélisère, justement, l'officier de Justinien qui conquiert l'Afrique, et une tunique blanche peinte de diverses figures et des brodequins parsemés de broderies d'or. Alors l'occupation romaine d'Orient, l'occupation proto-byzantine de l'Afrique et la formation donc de la préfecture du prétoire puis de l'exarcat d'Afrique de Carthage se traduit visuellement dans l'espace africain, tunisien et du nord-est de l'Algérie par le développement de fortifications un peu partout dans toutes les grandes villes de la frontière, mais aussi de fortins un peu partout, même à l'intérieur de la Tunisie, même non loin de la côte. Alors les sources, et notamment Procope de Césarée, au cours de la période de reconquête proto-byzantine, mentionne justement ces rois voisins de l'Empire romain qui, à un moment, peuvent s'allier avec les Romains contre les Vandales, mais qui, rapidement, se battent contre les Romains pour garantir leur autonomie et peuvent entrer en relation complexe avec ceux de l'espace de la Mauritanie et de la Tingitane. Gabaon, roi en Tripolitaine, un certain Antalas, fils de Genfan, il est prince des Frex, dans le sud de la Byzacène, au moment de la chute des Vandales et du début des Romains d'Orient. Capsour, un Régulus mort, nous dit-on, qui est hostile aux Vandales, puis pro-romain jusqu'en 543-548. Il se révolte contre Salomon et reçoit le soutien des Louata, les tribus berbères de Tripolitaine. Là, on est sur la partie orientale de ces rois morts, de ces principautés morts, hostiles aux Vandales, puis hostiles aux Romains. Alors, ces morts ont des particularités, ont des spécialités du combat, et des spécialités qu'on retrouvait déjà dans les topoi sur les auxiliaires numides et morts à l'époque romaine. On tire ces informations de Corippe, qui est mort quelque temps après 568, dans ses Joannides, une hymne au maître de milice, c'est-à-dire le chef de l'armée de la préfecture du prétoire d'Afrique de Carthage, qui s'appelle Jean Troglita, et qui combat justement contre ces rois, notamment Capsour, en 546-548, et qui relate la défaite des morts par ces Romains qui sont chrétiens et héroïques contre des morts qui sont païens, cruels et rusés. Et ici, on est dans une opposition binaire entre le bien chrétien, romain et africain, et le mal, mort, païen de Mauritanie. On va voir qu'il y a, bien entendu, dans ces mondes moro-romains, notamment en Mauritanie jusqu'en Tingitane, un christianisme résiduel important, et un effort de conversion au VIe siècle également. Voici les ruses dont se sert le mort pour combattre. Il effraie l'ennemi qu'il surprend par une attaque prompte et inattendue, et tandis qu'il hésite, il le presse, sûr du nombre, de l'avantage des lieux, et confiant dans ses chevaux dociles. Par ruse, il envoie en avant quelques rares combattants chargés d'attirer l'ennemi dans la plaine, et qui, fuyant à sa vue, l'entraînent hors des retranchements. Le mort, emporté dans une course rapide, brandit sa lance armée de fer et ne cesse de faire mouvoir en cercle rapide son coursier docile, les chevaux barbes. Mais lorsque l'ennemi s'approche, il fuit avec habileté afin de disperser par cette manœuvre, à droite, les ailes rangées en ordre, et tandis que le gros de l'armée le poursuit et se croit victorieux, il éparpille les bataillons dans la plaine. Donc on retrouve vraiment ce principe d'une attaque prompte et inattendue, toute la charge de la tbourida, du baroud, de l'époque des fusils à pierre, à partir du XVIIIe siècle, qui auparavant étaient en fait des charges à la lance. On lance les lances et on fait demi-tour. C'est à l'aide de ces pièges, nous dit Corippe, c'est en simulant une attaque que combat le Moazas, probablement en rapport au Mazis, au Mazir, à l'ouest de la Césarienne, jusqu'au moment où il a su attirer au milieu des ennemis son adversaire, enfermé de toutes parts dans des vallées étroitement gardées. Alors ses stratagèmes se découvrent tout entiers, et de toutes parts, il appelle ses troupes dissimulées au regard. En dépit de cette opposition binaire entre christianisme romain, africain et paganisme mort de Mauritanie, Jean de Biclar,
qui est un évêque espagnol qui vit à la cour de Constantinople, nous parle de la christianisation des morts, notamment dans une chronique où il est le continuateur d'une chronique écrite par un évêque africain. Lui, il est contemporain des tout premiers musulmans, mais il nous parle ici de christianisation de morts qui ont lieu en 568-569, juste après la mort de Corib. Il nous parle donc de différents préfets du prétoire et maîtres de milices d'Afrique qui attaquent des roitelets insurgés, des réguliers insurgés morts sur la frontière de l'Afrique, de la Tripolitaine, notamment un certain Garmoul, qui est peut-être un roi d'Altava, qui sait, ce n'est pas très clair. Puis, dans ce processus, il obtient la conversion des populations locales, notamment les Garamantes de la Phasanie, de la Libye centrale, voulurent demander la paix par l'intermédiaire d'ambassadeurs, s'unir à l'État romain et à la foi chrétienne, et ils obtinrent immédiatement les deux choses. Donc, l'alliance avec l'Empire romain revient à une conversion au christianisme, et vice-versa. C'est un système identique à l'époque sur la frontière arabe, avec notamment la dynastie Jafnide qui dirige les troupes auxiliaires arabes de l'Empire d'Orient. Les Garamantes sont un petit peu comme les Jafnides, qui se convertissent au christianisme, et de sorte à sceller leur alliance avec les Romains. Les ambassadeurs du peuple mauritanien, donc d'autres groupes, y compris les Garamantes, arrivèrent à Constantinople, offrant en cadeau à l'empereur Justin II, dans les années 560-70, des dents d'éléphant et de caméléopards, c'est-à-dire des girafes, qu'on appelle donc le chameau léopard, et établir l'amitié avec les Romains. Voilà les relations, on a le peuple, gens, la nation des Mauritaniens, ce qui rappelle la notion du roi d'Altava, Massouna, à Altava, roi de la Jante, donc de la nation, des morts et des Romains. Sous-entendu, il y a une nation mort et il y a une nation romaine. Il est possible qu'un certain nombre de ces princes aient eu la prétention de représenter l'ensemble du monde berbérophone non africain. Puis on a des rois qui se contentent du titre de Rex, roi, de chef de leur gens, et cette fois-ci de gens au sens du groupe politico-régional, notamment les Koutama, qui vont devenir extrêmement importants à la fin du 9e et au début du 10e siècle, puisque c'est eux qui vont fonder l'émirat puis le califat fatimide, et amener à eux un membre de la famille chérifienne d'Ali pour devenir leur imam, leur fondateur de la dynastie fatimide officielle. Donc on a cette inscription du roi de la nation, Rex Gentis, des Zoukoutoumans. Alors les Koutama, on les connaît déjà, on a un évêque des Kéramoudites en 411, probablement une faute de lecture, ça doit être Kedamous, puisqu'on a un évêque en 484 des Kedamoussa. L'inscription se trouve dans le col de Ftoulès, au sud de Gigel, en Sétifienne, et l'inscription donc est chrétienne, elle évoque la paix du Christ, elle présente le roi des Zoukoutoumanu comme un Dei Serbus, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, l'exact équivalent de Abdullah en arabe. Donc on se trouve dans les années 570, dans l'espace qui est indépendant de la préfecture du prétoire d'Afrique, mais qui en dépend assez directement et qui est culturellement encore très influencé. Beaucoup plus loin, bien en dehors de la préfecture du prétoire d'Afrique, on a un certain nombre d'inscriptions d'Altava, d'inscriptions manifestement chrétiennes, très influencées par la romanité. Donc une forme de renaissance romaine dans ce contexte du 6e siècle, après l'inscription de 508. Avec ces chrismes chrétiens, avec la forme du Ri et du Rho, les deux premières lettres de Christos, dans cet espace donc qu'on voit à l'ouest, dans le site d'Altava, de ce royaume des morts et des Romains qui subsiste comme voisin assez lointain de la préfecture du prétoire d'Afrique. Une fois qu'Héraclius, le jeune, a pris le pouvoir à Constantinople en 610, il mène la guerre contre l'empereur sassanide Khosrou Ier, et donc il est concentré sur le parti oriental de son empire. En 628, il gagne la guerre contre Khosrou Ier, ce qui va consolider l'empire à Constantinople et détacher la dynastie héraclide, évidemment, de l'exarcat de Carthage, qui, même si les sources historiographiques sont très éparses pour cette période, recommence à fonctionner de manière très indépendante, notamment sous l'autorité d'un certain Grégoire, qui se déclare indépendant carrément ensuite de Constant II, entre 640 et 648. On peut supposer que ça a un lien avec l'attaque par un certain nombre de nobles de la coalition koraïchite et de leurs troupes de Soufetoulas Beitla, qui est considéré comme le camp retranché de l'exarque d'Afrique Grégoire. Alors, est-ce que ces koraïchites sont venus missionner ou soutenus par l'empereur Constant II? C'est difficile à dire. Mais les sources arabo-musulmanes sont formelles sur cette première offensive, 20 ans ou 15 ans avant la fondation de Kérouan. Alors, dans ce contexte, justement, on a d'autres inscriptions qui ne sont pas seulement à Altava, qui sont aussi à Volubilis. C'est à peu près les seules choses qu'on a sur la Tingitane entre le 4e et le 8e siècle. On a 4 inscriptions chrétiennes où tout le monde s'appelle Julius.
À la mémoire de Julius Maternus, à qui enfant et mère firent une demeure éternelle, il vécut plus ou moins, donc c'est une épitaphe. Il s'éloigna, donc un vocabulaire tout à fait chrétien évidemment, en l'an de la province 560, rappelez-vous, donc on est en 599. Un chrisme en mémoire de Julius le prince, à qui ses enfants firent une demeure éternelle, il vécut 63 ans plus ou moins. Il s'éloigna en paix en août de l'an de la province 566, soit 605. Encore un chrisme, une croix grecque, en mémoire de Julius le vice-prévôt, le vice-préposé praepositus, à qui parents et petits-enfants firent une demeure éternelle, il vécut 68 ans, s'éloigna au calende de novembre, l'an de la province 616, donc en 655. On est 7 ans après l'échec du sac de Speitla, 6 ans avant la fondation de Kérouan. Donc on ne sait pas qui sont ces gens, Julius Maternus, Julius le prince, Julius le vice-préposé, ce sont des personnages différents, mais qui s'appellent tous Julius, et qui ont des fonctions officielles. Est-ce par rapport à un royaume moro-romain propre à la Tingitane dont on n'aurait rien retrouvé pour l'instant? Est-ce qu'il représente Altava? C'est ce qu'on pourrait penser si on constate qu'il y a une autre inscription de 655 qui concerne une certaine Iulia Rogativa qui est captive ou cooptée, captativa, depuis Altava, captive d'Altava. Est-ce qu'elle a été prise dans une guerre entre Altava et Volubilis, entre la Tingitane et le royaume d'Altava, de Césarienne occidentale? Ou est-ce qu'elle est liée en fait à des relations diplomatiques, matrimoniales entre ces deux entités, entre ces deux principautés, ou entre une principauté suzeraine et une principauté vassale? C'est-à-dire tout ce qu'on sait, c'est que cette personne est romanisante, latinisante, qu'elle vit dans la ville de Volubilis, latine, et qu'elle est chrétienne. Cette tendance à s'appeler Julius en province de Tingitane est assez frappante puisque c'était le nom du dernier gouverneur de Tingitane, romain, Julien, seigneur de Ceuta, qui était le gouverneur des détroits et du sud de la Bétique, et donc de la Tingitane, pour les Visigoths, même s'il héritait en fait de l'exarcat d'Afrique. En effet, le passage de l'Africa à l'Ifriqiya arabo-musulmane se produit au cours du 7e siècle. Plusieurs exarques qui sont contemporains de la fondation de Kérouan par les troupes omeyyades soufianides de Muawiyah à Damas. Ils vont se coaliser avec des principautés maures de la frontière, tandis que Kérouan se trouve au cœur de la Numidie de la Byzacène. Donc en fait, on retrouve un peu la structuration avec la Zeugitane contrôlée par les Romains, la Byzacène contrôlée par les Arabes orientaux, et chacun qui tente d'avoir des alliances avec les morts. L'exarque Eleuthérios va profiter de la guerre civile entre arabo-musulmans au Moyen-Orient pour faire alliance avec les Aouraba. Donc on va revenir sur les Aouraba, mais on a un roi qui s'appelle Kousseïla, peut-être Kaikilius ou peut-être Koutsina, qui est déjà un nom de roi mort au VIe siècle, qui coalise les berbères de type Baranis, les morts de type Baranis, et ils vont occuper Kérouan. Donc on a une occupation de la Byzacène par les morts coalisés, Baranis, mais pas que, dirigés par un clan issu de la tribu des Aouraba, ou un clan Aourabi. Pour conclure là-dessus, et on reprendra pour la partie 4, on a ce mausolée unique en Tingitane qui, avec les inscriptions de Volubilis, constitue un des seuls indices qu'on ait pour cette période de l'Empire romain tardif, tardo-antique. Ce monument en 2 étages, circulaire, ce probablement gros mausolée circulaire à 2 étages, en blocs de gros appareils, de type byzantin, voire plus impressionnant que les fortifications byzantines de l'époque, se trouve à une journée de marche de Volubilis, à une journée de marche de Fès aujourd'hui. Donc on est à mi-chemin entre la capitale de la Tingitane antique et tardo-antique et la capitale de la Tingitane islamique. Il est daté au carbone 14 au moment de la construction de Kérouan. Est-ce que c'est le mausolée royal des rois de Volubilis? Certains pensent que Volubilis était investi par la tribu des Werbes Werbiques qu'on voit à l'époque de Ptolémée au IIe siècle, que les Aouraba, ce sont les Werbes Werbiques, que Kousseïla, l'ennemi des Omeyyades qui avait pris Kérouan dans les années 680 en s'alliant avec les Romains, roi des Aouraba, est lui-même donc originaire de Tingitane. Ce serait peut-être le mausolée de Khalzam, le père de Kousseïla. Ce ne sont évidemment que des conjectures qui sont absolument invérifiables. Il n'y a aucune inscription malheureusement sur ce mausolée et aucune mention dans aucune source. Il y a la victoire finalement des Omeyyades en Orient. La victoire des Omeyyades en Orient va leur permettre de reprendre le contrôle de la Byzacène, de Kérouan, et les morts, notamment les Aouraba, vont tous se rallier finalement à l'ordre arabo-musulman et intégrer l'armée arabo-musulmane comme s'ils étaient des Arabes. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de différence ethnique. On retrouve les mêmes conscriptions, organisations par groupe tribal, Kabila. Ensemble, morts et Arabes orientaux vont converger à faire chuter l'exarcat entre 695 et 703. C'est le moment où arrive d'Orient Moussa ibn Nusayr, un homme lige du gouverneur d'Égypte, et qui va présider grâce à son client Tariq ibn Ziyad, un berbère possiblement de Tripolitaine,
gouverneur de Tingitane, qui va procéder à la conquête de la Bétique qui dépend de la Tingitane, rappelez-vous, au sein de l'exarcat d'Afrique,